L'actualité à la une ce soir, sur la base de renseignements coordonnés, les forces combattantes ont mis en déroute une horde de terroristes à Oursi, dans le Sahel du Burkina. Plus de 500 terroristes mis hors d'état de nuire. Les dernières nouvelles du front à suivre dans ce journal. Dans le journal également, les produits alimentaires en provenance du Niger est bloqué à Bobo-Dioulasso pour Is. La raison, la fermeture de la frontière ivoirienne aux marchandises du Niger. Le préjudice subi est estimé à plus de 500 millions de francs CFA. Une de nos équipes est allée faire le constat sur place pour nous. Images et commentaires à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, symposium sur les abattoirs du Burkina Faso, une rencontre destinée à proposer des réformes. Il s'agit d'abord de faire un diagnostic et de perforer les réformes adéquates. Et enfin, ce 24 août est célébré en différé au Burkina Faso comme la journée mondiale de la population, une journée qui se tient sous le thème « Libération du pouvoir de l'égalité des genres ». Faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir des possibilités infinies de notre monde. Un thème d'actualité au regard de la situation des femmes dans le monde. Quelles ont été les activités dominantes au Burkina Faso lors de cette célébration? On en parle dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité en tournée dans les états-majors de sécurité. Émile Zerbo a fait le tour de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des sapeurs-pompiers. Dans tous ces états-majors, le ministre de l'administration territoriale a pu trouver un personnel déterminé et engagé dans la lutte contre le terrorisme. Le point de la tournée avec Ahadi Sandamba. Revue de troupes à l'état-major de la gendarmerie nationale, puis à la brigade nationale des sapeurs-pompiers et enfin à la direction générale de la police nationale. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation de la sécurité prend ainsi le pouls de l'organisation et du fonctionnement des institutions chargées de la sécurité intérieure. Nous sommes le ministère qui a le commandement de ces institutions, alors c'est normal pour nous de nous y rendre, échanger avec les hommes pour savoir quelles sont les réalités de fonctionnement de ces institutions, quels sont les défis qui se présentent à eux et quelles sont les perspectives que nous pouvons ensemble mettre en œuvre pour le meilleur fonctionnement de ces institutions et pour le bien des populations burkinabèses. À chaque étape de la visite et à travers des huis clos, Émile Zerbo échange avec le commandement, les officiers et la troupe. Question pour lui de s'imprégner davantage des réalités du terrain en matière de sécurité intérieure. J'ai trouvé des personnes motivées. J'ai entendu, on m'a relaté des actes de bravoure qui ont été posés sur le terrain par des gendarmes, par des sapeurs-pompiers aujourd'hui qui se battent sur le territoire national, par des policiers. Et ça, c'est des actes à saluer, à encourager. Et moi, j'en suis certainement fier. Et nous savons que sur le territoire national aujourd'hui, il y a des avancées. Il faut juste savoir renforcer ces acquis, les mettre à profit et continuer. Cette visite permet également au patron de la sécurité intérieure de galvaniser les troupes pour un engagement total dans la lutte contre le terrorisme. Depuis sa prise de fonction le 27 juin dernier, c'est la première fois que le ministre Zerbo effectue une visite terrain dans les différents états-majors de son ressort. À présent, les dernières nouvelles du front, les forces combattantes ont agi aujourd'hui à Oursi dans le Sahel du Burkina. Des groupes importants de terroristes ont été frappés avec succès malgré la fuite de certains d'entre eux. Bienvenue Tansa. Sur la base de renseignements, des missions de reconnaissance aérienne ont permis de détecter à Oursi dans le Sahel plus de 500 terroristes sur plusieurs pick-up et plus de 200 motos répartis en groupes importants dans la ville. Après observation, les vecteurs aériens des forces armées nationales vont détecter une rencontre où plus d'une centaine sont regroupés sous des arbres. C'est le moment choisi pour déclencher des frappes de précision.
un missile va frapper ce groupe avec succès. Les rescapés et les autres groupes se réfugient immédiatement sous les arbres pour se soustraire des vues aériennes. Un pick-up, soigneusement camouflé avec des personnels sous un arbre, sera frappé avec succès par un deuxième missile. Les autres groupes prennent la fuite par le nord-est, direction Gunturu-Nienye. Ils sont vite rattrapés dans la forêt et frappés intensément jusqu'à destruction totale des moyens majors ainsi que le maximum de personnel. Les opérations se poursuivent. Et pour le retour de la paix, il n'y a pas que seulement les combattants au front, des organisations de la société civile travaillent à cela également. C'est le cas de la Fondation Taolidide à travers la tenue d'un colloque sur la cohésion sociale, la résilience des communautés face au terrorisme. Ce colloque a réuni autorités ressortissants, les leaders coutumiers et religieux de la province du Sénat. C'est surtout le partage d'expériences qui a marqué cette rencontre. Amadine Lalsaga. La situation sécuritaire au Sahel préoccupe les ressortissants. Réunis en colloque à Ouagadougou, à l'initiative de la Fondation Tadilt, ils interpellent sur la problématique. Nous espérons pouvoir vraiment avoir beaucoup de recommandations des participants qui vivent et qui connaissent les problèmes que vivent les populations sur le terrain. Voilà, de sorte à ce qu'on puisse anticiper sur certains problèmes qui pourraient arriver. Le haut-commissaire de la province du Sénat salue cette initiative. Pour Jean Ouedraogo, c'est une occasion de mobilisation des forces vives de la province. C'est une occasion, n'est-ce pas, pour nous de lancer vraiment un appel à l'endroit, n'est-ce pas, de nos populations. Alors, vous savez très bien que nous vivons le terrorisme qui endeuille vraiment les familles. Et moi, je pense qu'il y a lieu, n'est-ce pas, d'organiser ce genre d'activités afin, n'est-ce pas, d'éveiller un peu les consciences et amener en tout cas les uns et les autres à agir dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir mettre fin vraiment à ce que nous vivons. Ce colloque est le deuxième du genre organisé par la Fondation Tadilt, qui signifie aide en langue tamatchèque. La Fondation œuvre pour la paix, la tolérance, la solidarité et la cohésion sociale. Air France avait suspendu le 7 août dernier ses vols à destination de Ouagadougou, une suspension unilatérale dénoncée par la partie burkinabé représentée par l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Et lorsque Air France a voulu reprendre, la partie burkinabé lui a notifié la condition de soumettre un nouveau programme à valider par l'ANAC. Que comprendre par cette décision? La réponse avec Maria Matamboura. Le 7 août dernier, la compagnie Air France annonçait la suspension de ses liaisons aériennes vers Bamako et Ouagadougou jusqu'au 11 août 2023. La suspension brutale n'a pas été du coup des autorités burkinabées qui entendent se faire respecter. Avec l'Agence nationale de l'aviation civile, elle conditionne la reprise des vols de la compagnie par l'approbation préalable d'un nouveau programme de vol. Donc Air France en tant que compagnie aérienne est un exploitant et est soumis à un ensemble de cadres réglementaires dont vous pouvez percevoir quelques extraits ici, entre autres des décrets, n'est-ce pas, qui régulent donc le transport aérien, entre autres des arrêtés d'application et bien d'autres donc textes qui sont des textes donc applicables dans toutes les circonstances d'exploitation. Donc c'est pour cela, donc en référence à la lettre que j'ai adressée donc à la compagnie Air France, il est fait mention du non-respect donc de l'ensemble donc du corpus des textes par rapport donc à l'arrêt soudain
n'est-ce pas, d'une desserte d'un pays. Cette suspension soudaine et sans préavis des vols de Paris vers Ouagadougou est en contradiction avec les articles 14 et 16 de l'accord bilatéral signé le 29 mai 1962 à Paris entre la France et le Burkina Faso, ex-Haute-Volta, selon le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. L'accord de Paris garantit les services dans l'exploitation aérienne au bonheur des citoyens des deux pays. Pour que l'offre puisse se stabiliser, il faut que les autres compagnies qui continuent d'opérer puissent augmenter leur fréquence, ce qui n'est pas tacite. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à une compagnie qui dessert Bobo Dioulasso parce que d'autres ont arrêté de trouver des cars et de les mettre pour pouvoir désengorger. Vous savez très bien que nous sommes à haute saison, c'était une période de vacances, pour beaucoup de raisons les gens voyagent. Donc quand du coup ils se retrouvent incapables d'accéder donc à ce service, visiblement ça pose problème. Parlant de nouveaux programmes de vol de compagnie, Thomas Yacine Compaoré se veut plus explicite. Il faut bien qu'on sache quand est-ce que vient tel avion, quel type d'avion, pour que, entre autres, le service de catering, l'assistance en escale, tous ceux qui participent donc à la réalisation de cette exploitation aéroportuaire prennent les dispositions. Mais s'il n'y a pas cette régulation, si tout le monde se retrouve en même temps dans un parking, il n'y aura pas de place. Si tout le monde se retrouve en même temps dans le même créneau horaire, on ne pourra pas contenir, quelle que soit souvent la taille d'un aéroport, on ne pourra pas contenir donc tous les passagers embarquant et débarquant. Donc c'est des principes très simples qui justifient pourquoi les programmes de vol des compagnies doivent être structurés, organisés, validés et approuvés par l'ANAC dans le sens d'une coordination entre acteurs donc, du service aérien. En attendant, le préjudice est constaté et l'ANAC dit travailler à trouver des solutions pérennes afin d'éviter pareille situation. On en vient à cette visite d'une délégation de l'UEMOA au poste juxtaposé de la Léraba ce 22 août. Une visite qui a permis de voir l'état d'avancement des travaux de ce poste en chantier. Et au rapport, c'est un poste presque achevé de construction que les visiteurs ont pu voir. Des détails avec Adama Julien Dambélé. Poste de contrôle juxtaposé de la Léraba en terre ivoirienne. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en charge du projet, accompagnée des représentants administratifs de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, s'imprègne de l'effectivité de l'infrastructure. Et c'est une installation quasiment prête que la délégation découvre ici. Sur ce site de 15 hectares, on retrouve entre autres une zone de paysage, de scanner, d'enclos pour bétail, d'aires de repos et de zones d'immigration et migration. À ces commodités s'ajoute également un bâtiment administratif entièrement équipé par Scanning Systems pour un meilleur contrôle des biens et des personnes. Le poste de la Léraba est un poste, je dirais, complet, qui a pris tout en compte. Nous avons déjà l'expérience d'un premier poste qui existe déjà entre la frontière du Burkina et du Togo, qui est le poste de PCJ de Saint-Cancé, qui nous a permis de tirer beaucoup de leçons. J'avoue que j'ai été impressionné, non seulement par les infrastructures, mais également par le soft, tout ce qui est système d'information, procédure. Une fois opérationnel, ce poste de contrôle va regrouper les administrations de contrôle frontalier de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour des formalités de passage mixtes et uniques. Toute chose qui devrait en principe faciliter les échanges commerciaux, fluidifier le trafic et renforcer la sécurité transfrontalière entre ces deux pays. C'est un site là où on retrouve tous les acteurs de contrôle. Donc en termes de temps, on gagne et ça va lutter contre les tracasseries routières. En un mot, ça va faciliter notre travail, surtout le travail de nos partenaires, que sont donc les chargeurs, que sont donc les transporteurs routiers, que sont donc les conducteurs routiers. Nous sommes heureux que le projet ait atteint ce stade et nous-mêmes nous souhaitons que le plus tôt possible que ce soit mis en œuvre. Parce que ce projet, au-delà du côté technique, c'est un projet intégrateur. Le fait que deux administrations de pays frères cohabitent, ça renforce encore les liens. Pour un coût global d'environ 12 milliards de francs CFA, ce projet répond à une ambition de l'UEMOA, celle d'améliorer la compétitivité des économies de ses États membres. Et selon le représentant de la commission en charge du projet, le poste de contrôle juxtaposé de la Léraba entrera en service très prochainement. Mais avant, il faudra des actions de sensibilisation et de maîtrise de procédure.
Dans l'actualité ce soir, des commerçants d'oignons de la ville de Bobo-Dioulasso sont dans la détresse et pour cause, des camions en provenance du Niger et destinés à la Côte d'Ivoire sont bloqués sur place du fait des sanctions contre le Niger. Des camions contenant donc des produits qui pourrissent et ne sont plus aptes à la consommation. Une situation de perte estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Ismaël Saturné, Paris. Tristesse et désolation, c'est ce qui transparaît sur les visages de Abdoul Karim Nana et Abdoulaye Ouedraogo, tous deux commerçants d'oignons. Ces derniers, à l'instar d'autres camarades, ont observé avec impuissance l'altération de leurs produits. Des camions remplis d'oignons qui ne peuvent plus servir. La journée d'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est une journée mal pour nous. Parce que c'est nous tout qui est dedans ici. Voilà, nous tout qui est dedans. On ne peut rien récupérer dedans. Tout est pourri. Bon, c'est le problème du Niger. Bon. Nos camions démarraient là-bas et puis ils venaient ici vite. Bon, la frontière est fermée. On est parti pour sortir par Bénin. Bénin est fermé. Ils sont restés là-bas pendant 12 jours. Ils sont retournés, venir à notre frontière à Dori, venir attendre le convoi là-bas. Pour venir ici, ça peut faire à peu près 23 jours, 25 jours aujourd'hui qu'on a chargé les oignons. Une situation préjudiciable pour ces commerçants, au regard surtout des pertes enregistrées. Un sac qui rentre à Bobo ici, c'est 70 000 francs. Bon, chaque camion a pris 300 sacs. Bon, et puis maintenant, il y a plus de 27 camions qui sont rentrés ici. Ces 27 camions, il y avait plus de 12 comme ça qui doivent faire transit, aller vers la Côte d'Ivoire, Mali. D'autres doivent descendre ici. Perte là, ce n'est pas nous seuls qui sont ici même. Il y a des camions qu'on est parti jeter ça à la Ferbougou là. On est parti descendre les camions parce qu'on ne peut rien prendre. On ne peut pas amener ça ici. Vous voyez ça là, on a donné les femmes de ramasser. C'est cadeau qu'on les a donnés. Ils sont en train de ramasser. Donc on ne peut rien faire avec ça. Face à cela, ces commerçants formulent le vœu que l'État jette un regard sur leur situation afin d'éviter que leurs affaires ne sombrent. Ce qu'on a pour donner à nos autorités et puis au niveau de la sous-région, quand ces actes de situation arrivent, que les autorités puissent tenir compte des produits de première nécessité. Là comme ça peut nous soulager un peu. Il faut l'État aussi voir ces cas. Bon, comment il peut s'organiser, nous empêcher dans ces problèmes. S'il y a ce genre de situation, ils n'ont qu'à veiller sur nous aussi, surtout les légumes frais là. Selon ces commerçants, plus de 8000 sacs d'oignons sont concernés par cette situation et les pertes en francs CFA sont estimées à plus de 500 millions. Autre titre de l'actualité ce soir, dans la filière bétail-viande, quelle réforme pour les abattoirs d'abattage de sorte à ce qu'ils soient plus compétitifs? La question est sur la table de discussion d'un symposium ouvert ce jeudi à Ouagadougou. Une rencontre pour faire le diagnostic des goulots d'étranglement du secteur afin d'accroître sa participation au processus de développement national. Christine Koulibaly. Avec un cheptel numériquement estimé à 10 millions de bovins, 11 millions d'ovins et 17 millions de caprins en 2021, le Burkina Faso veut passer d'un pays exportateur de bétail sur pied à un pays transformateur et exportateur de viande et produits dérivés. Une vision affichée par les autorités de la transition pour tirer meilleur profit du secteur qui participe déjà à hauteur de 18% au produit intérieur brut et 26% aux recettes d'exportation. Parce que lorsque vous exportez vos animaux sur pied, vous exportez de l'emploi, vous exportez également les résidus des abattoirs qui doivent servir à faire du biogaz, vous exportez également les cornes et également les cuirs et peaux. Ce symposium qui regroupe toutes les parties prenantes de la filière bétail-viande s'impose donc et sert de tribune pour poser le diagnostic des défis de l'heure de la chaîne de valeur bétail-viande au Burkina Faso. Force est de constater qu'en dépit des efforts permanents consentis par le gouvernement, la transformation du bétail-viande est confrontée à des difficultés majeures d'ordre technique, organisationnel et financier, qui se sont accrues ces dernières années. Cette situation a entraîné un déficit structurel des résultats d'exploitation
des pertes de capitaux propres, une accumulation importante des dettes d'exportation et une détérioration du climat social au sein des abattoirs. Des réformes s'imposent aussi bien dans les modèles économiques que dans les textes régissant la création et la gestion des abattoirs et aires d'abattage. Ce symposium devrait également se pencher sur ces questions pour en tirer des recommandations au profit d'une filière bétail et viande plus viable et plus compétitive. Un mot sur la campagne agricole en cours dans la commune de Boussouma et de Korsimoro, une campagne qui a fière allure avec des champs au stade de montaison. Cette physionomie donne lueur d'espoir aux producteurs, nous dit ici Yacouba Kwala. La campagne agricole présente une bonne physionomie dans les communes de Boussouma et de Korsimoro. Ici, c'est un champ de 7 hectares exploité par plus de 40 personnes déplacées internes à Louda. Niébi, mil et autres spéculations sont en phase de montaison. La campagne agricole est prometteuse. La saison des pluies a commencé tard, mais s'il pleut jusqu'à bonne date, ça va aller. À Korsimoro, c'est le même constat dans les champs des personnes déplacées internes et des communautés hautes. La campagne agricole est bonne. Le mil a une bonne physionomie. Cette saison est bonne. Si la pluie continue jusqu'à terme, elle sera meilleure. Cette bonne physionomie agricole est due d'autre part à l'assistance des services de l'agriculture. L'État aussi les aide avec la semence, avec de l'engrais pour PDI. Ils sont en train de sarcler. Dès qu'ils finissent le sarclage, ils vont appliquer l'urée. Voilà. Et ça, c'est à raison, au niveau du NPK, c'est à 100 kg par hectare et au niveau de l'urée, c'est à 50 kg par hectare. C'est déjà disponible pour eux. Voilà, ils ont déjà pris. Cependant, d'autres producteurs agricoles n'ont pas eu la même chance. L'engrais et les semences ne viennent pas en quantité. Nous voulons qu'on augmente la quantité de l'engrais et des semences et nous les livrer aussi rapidement. Ce sont là nos difficultés. Les cultivateurs espèrent faire de bonnes récoltes si toutefois la pluie arrive à boucler les cycles des cultures. La saison des pluies propice également aux plantations d'arbres. Une campagne civilo-militaire de reboisement a démarré le dimanche dernier à Tinkodogo. Plus de 700 plants ont été mis en terre au cours de cette opération. Des détails avec Nicolas Sorgo. L'hôtel administratif de la ville connaît une ambiance inhabituelle en cette matinée de dimanche. La campagne de reboisement du groupe d'action pour la promotion, l'éducation et la formation de la femme et de la jeune fille GAPEF a réuni ici à Tinkodogo, civils et FDS autour d'un même objectif. Après la minute de silence en hommage aux combattants tombés pour la patrie, dans une synergie d'action, ils procèdent à la mise en terre des plants. Ce geste qui semble anodin est riche de sens. L'union des civils et des FDS doit permettre aux uns et aux autres de comprendre que la tenue, c'est juste pour le combat. C'est juste parce qu'on s'est professionnalisé. Mais le civil et le militaire, c'est une composante unique qui doit défendre notre pays, particulièrement actuellement, pour conduire sa refondation et assurer une paix durable. Arbres et espérance, c'est le thème de la présente campagne civilo-militaire de reboisement. Le GAPEF envisage planter 2500 arbres cette saison. L'opération a déjà touché plusieurs localités, dont Bobo-Dioulasso et Zignaré. Sur les 2500, Tinkodogo bénéficie de plus de 700 plants composés d'une dizaine d'espèces. Quand on prend un peu le site qui a été identifié pour planter ces arbres, il y a le volet éducation civique qui est en tout cas mis en exergue au profit des jeunes. Parce que le lycée scientifique a été retenu à cet effet. Et donc je pense que ça sera l'occasion pour les élèves de comprendre qu'ils doivent en tout cas s'investir pour restaurer la nature, parce que c'est un bien précieux qu'il faut préserver et pour eux et pour les générations à venir. À cette circonstance, une conférence sur le thème « Rôle et place des femmes et de la chefferie coutumière pour la consolidation de la paix et de la stabilité au Burkina Faso » a aussi été offerte aux participants. Selon l'agenda du GAPEF, Manga va accueillir la prochaine étape de cette campagne le 26 août prochain.
Et le prochain Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou se tient en octobre prochain à Ouagadougou. Une édition qui se propose, comme à l'accoutumée, de présenter l'offre touristique burkinabé. À travers cette édition, le pays se montre encore plus résilient face au contexte sécuritaire. Explication Aimé Soulage Guigma. Suspendu en 2017, le CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, et la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration reprennent du service. L'objectif est de mettre en exergue le potentiel touristique du Burkina et d'accompagner les efforts des acteurs privés qui permettent de maintenir le secteur en vie malgré la crise, dans l'optique de faire du Burkina une destination privilégiée. Une reprise qui se fait avec quelques innovations. La mise à disposition des régions d'un pavillon à elles dédié dans l'objectif de leur permettre de présenter leurs spécificités touristiques et susciter des fréquentations sur les sites. Le retour du biotope, c'est-à-dire la constitution d'un espace de présentation de quelques animaux sauvages afin d'attirer des curiosités. Avec le Centre-Sud comme région invitée d'honneur, ces deux événements se tiennent sous le signe de la promotion du tourisme interne, facteur de résilience, l'occasion de contribuer au développement du tourisme intracommunautaire. Le thème retenu interpelle les différents acteurs sur la nécessité de réfléchir sur le développement du tourisme interne. Il offre l'occasion d'identifier les défis qui s'imposent aux acteurs dans la réalisation des activités touristiques. Les activités au programme de ces deux événements sont entre autres des conférences et panels thématiques, des concours, des espaces expositions gastronomiques et biotopes, des espaces pour enfants et B2B, sans oublier les excursions grand public et les animations culturelles. Et cela se passera au CIAO du 26 au 29 octobre prochain. Je vous le disais en titre, ce 24 août est célébré en différé au Burkina Faso comme la Journée mondiale de la population, une journée qui se tient sous le thème « Libération du pouvoir, l'égalité des genres », faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir des possibilités infinies de notre monde. Un thème d'actualité au regard de la situation des femmes dans le monde entier. Quelles ont été les activités marquantes au Burkina Faso? On en parle avec Oumou Sissé. Malgré la crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso, le gouvernement ne veut laisser aucune femme ni fille burkinabé de côté dans la marche vers le développement. Cette édition 2023 de la Journée mondiale de la population, célébrée au Burkina en différé ce 24 août, vise une libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. Le gouvernement burkinabé a fait de la promotion de l'égalité du genre une priorité stratégique du développement économique et social en renforçant les cadres législatifs, institutionnels et programmatiques. À cet effet, l'adoption de la loi sur le quota genre, la loi sur la santé de la reproduction, la mise en œuvre de la stratégie nationale genre, la création du ministère en charge de la promotion de la femme et du genre et la prise en compte explicite du genre dans les plans d'action pour la stabilisation et le développement. Malgré toutes ces actions, des défis majeurs restent encore à relever. Le gouvernement peut compter sur l'apport des partenaires techniques et financiers pour l'amélioration des indicateurs de santé, de l'éducation et les indices en matière de l'équité et d'égalité entre hommes et femmes. On pourrait citer, entre autres, l'initiative École des maris, amélioration de la masculinité transformative pour l'égalité et l'équité filles-garçons. L'initiative Ma Copine, santé sexuelle et reproductive, planification familiale, santé maternelle. Les espaces sûrs. Dans cette démarche, les femmes déplacées internes ne sont pas des laissées pour compte. Elles sont prises en compte dans les politiques publiques selon Aboubakar Nakanabo pour le développement social et économique harmonieux du Burkina Faso. Et dans la promotion des droits des femmes, il faut aussi compter sur la lutte contre le mariage des enfants. Ce 24 août, la plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination du mariage précoce a tenu sa première session de 2023. La plateforme est l'instance de pilotage de toutes les actions en matière de lutte contre le mariage précoce. Plus de détails avec Maïmouna Traoré.
La plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination du mariage d'enfants est l'instance nationale de pilotage de toutes les actions en matière de promotion de l'abandon du mariage d'enfants. Pour ses membres, il y a lieu d'intensifier la lutte, car malgré les actions menées, le taux reste élevé. Environ 38% des filles de 20 à 24 ans mariées avant l'âge de 18 ans, selon les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2021. Il est important qu'on puisse toujours s'entretenir et échanger pour voir là où se trouvent les goulots d'étranglement afin de pouvoir prendre de nouvelles initiatives. Et c'est surtout dans ce cadre-là même qu'on a innové en distinguant une championne nationale de lutte qui va porter le combat au regard de ses valeurs morales intrinsèques. Et la championne, c'est elle, Eulalie Yerbanga. Présidente de la Commission nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso, elle est aussi active dans des structures engagées pour la cause de la jeune fille. C'est vraiment le fruit du travail de plusieurs personnes. Et ces personnes-là seront toujours là avec moi pour que nous menions toujours le combat. Parce qu'effectivement, beaucoup d'enfants sont privés donc, de leur vie à cause donc, de ce mariage-là. On les marie précocement, donc elles manquent d'éducation, leur santé même est menacée. Ce sont des éléments qui freinent donc le développement du pays. Donc nous allons poursuivre notre lutte comme nous l'avons commencé et nous pensons que nous arriverons donc à bout. Elle est sollicitée au cours de son mandat pour des actions de sensibilisation, des plaidoyers pour le rehaussement de l'âge du mariage dans le code des personnes et de la famille, des activités de communication dans les médias et pour participer à la constitution d'un vaste réseau d'hommes et de femmes engagés contre le mariage d'enfants. Les établissements privés laïcs du Burkina contribuent à l'effort de guerre avec des places d'une valeur de 410 millions de francs CFA et une enveloppe en espèces de 3 millions de francs CFA. Ce 24 août, les responsables de la fêtière ont remis leur contribution au ministre en charge de l'Éducation nationale. Le témoignage de Lambert Soma. Malgré le contexte difficile marqué par la fermeture de nombreux établissements scolaires et la baisse des effectifs dans les classes, l'Union nationale des établissements privés d'enseignement laïque vient au secours du ministère de l'Éducation nationale. Elle met à la disposition de sa tutelle plus de 2000 places et un chèque de plusieurs millions pour la prise en charge des élèves déplacés internes. Sur toute l'étendue du territoire, nous avons donc collecté plus de 2000 places. 2500 et 2400 places. Il y a des régions qui aujourd'hui jusqu'à là continuent donc de nous apporter des places. Nous avons aussi collecté une petite somme de 3 millions de francs pour accompagner donc ces places. Les places mises à la disposition du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales ont une valeur financière de près de 410 millions de francs CFA selon les donateurs. Le préscolaire, le primaire, le post-primaire, le secondaire général et le secondaire technique sont les niveaux d'enseignement concernés. Vous êtes des Burkinabés dignes de ce nom. C'est pourquoi je m'incline devant votre générosité. Nous avons besoin de ce genre d'actes pour nous aider à traverser la tempête. Je voudrais vous demander de transmettre ma reconnaissance à ces 1500 membres. Le ministre de l'Éducation nationale, Joseph André Ouedraogo, a profité de cette tribune pour demander l'accompagnement de la fêtière des établissements privés laïcs dans la mise en œuvre du port du faso d'Amfani dans les écoles. Et puis la diaspora burkinabé aux États-Unis fait don de matériels biomédicaux au centre hospitalier universitaire Souro Sanout Bobo Dioulasso. Le don est estimé à plus de 240 millions de francs CFA. Les détails avec Maria Matamboura. Des consommables médicaux, du matériel technique et biomédicaux. Le tout destiné au service de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire Souro Sanout.
estimé à 400 000 $ américains, soit environ 240 millions de francs CFA. C'est un don de la diaspora burkinabé aux États-Unis pour davantage renforcer la capacité d'accueil et de prise en charge des enfants hospitalisés. Nous faisons beaucoup d'actions et parmi ces actions-là, c'est aussi venir en aide à ceux qui souffrent dans leur chair, et particulièrement à la mère et l'enfant pour ce cas particulier. Et l'hôpital Soro Sano de Bobo-Dioulasso est un hôpital de référence qui accueille beaucoup de patients. Pour le cas particulier de l'hôpital Soro Sano, les donateurs disent avoir travaillé avec les responsables du centre afin d'évaluer les besoins. Du côté des bénéficiaires, c'est une satisfaction. Et c'est vraiment un processus qui a tenu compte des nécessités que nous avons dans le département de pédiatrie et pour ça nous sommes plus qu'heureux et nous remercions vraiment nos compatriotes vivant aux États-Unis. Et lorsque vous regardez nos capacités d'accueil aujourd'hui, je pense que ce don arrive véritablement à point nommé parce qu'il va permettre de combler justement ces gaps qui existaient en termes de renforcement des capacités. Ce don est rendu possible également grâce à l'appui financier du projet American Project Cure. Et consciente des besoins des populations au plan sanitaire, la communauté burkinabé aux États-Unis promet d'autres actions similaires. Et pour prendre congé de vous, ces dernières nouvelles du front, les forces combattantes ont agi aujourd'hui à Oursi, dans le Sahel du Burkina Faso. Des groupes importants de terroristes ont été frappés avec succès, malgré la fuite de certains d'entre eux. Bienvenue Tansa. Sur la base de renseignements, des missions de reconnaissance aérienne ont permis de détecter à Oursi, dans le Sahel, plus de 500 terroristes sur plusieurs pick-up et plus de 200 motos répartis en groupes importants dans la ville. Après observation, les vecteurs aériens des forces armées nationales vont détecter une rencontre où plus d'une centaine sont regroupés sous des arbres. C'est le moment choisi pour déclencher des frappes. De précision. Un missile va frapper ce groupe avec succès. Les rescapés et les autres groupes se réfugient immédiatement sous les arbres pour se soustraire des vues aériennes. Un pick-up, soigneusement camouflé avec des personnels sous un arbre, sera frappé avec succès par un deuxième missile. Les autres groupes prennent la fuite par le nord-est, direction Gunturu-Nienye. Ils sont vite rattrapés dans la forêt et frappés intensément jusqu'à destruction totale des moyens majeurs ainsi que le maximum de personnel. Les opérations se poursuivent. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.